Bonjour, le 27 octobre restera dans l'histoire de ce conflit comme le jour qui a changé la donne. Aujourd'hui, nous allons assister à des événements que les experts militaires ont déjà qualifiés d'opération de choc, une attaque massive et coordonnée qui a balayé tout le territoire ukrainien de la capitale aux villes portuaires. Nous allons analyser comment la nouvelle tactique des forces armées russes a mis à genoux les systèmes de défense aérienne occidentaux tant vantés, pourquoi Kiev a reconnu l'efficacité presque nulle des systèmes patriotes et comment cela est lié à l'effondrement du front près de Pokrovsk, où les unités ukrainiennes ont commencé une retraite désordonnée. De plus, nous allons montrer des détails exclusifs de la frappe sur le port de Tchornomorsk, où, selon les rumeurs, se trouvaient de hauts gradés militaires occidentaux, et nous parlerons de l'utilisation des dernières armes russes, y compris une bombe aérienne de 3 tonnes qui, d'un seul coup, rase des quartiers entiers. Ce n'est pas simplement un compte-rendu du front, c'est une analyse d'un tournant où la stratégie d'épuisement, méthodique et impitoyable, commence à porter ses fruits, plongeant l'Ukraine dans une nouvelle réalité sombre. Dès la nuit du 26 octobre, le ciel au-dessus de l'Ukraine s'est transformé en une arène pour la démonstration d'une nouvelle puissance militaire. Ce n'était pas simplement une nouvelle série d'attaques à aide de missiles, mais une opération soigneusement planifiée et synchronisée que les observateurs militaires ont déjà surnommée « Choc ». Un nom qui, à en juger par l'ampleur et les conséquences, s'est pleinement justifié. De l'extérieur, on pouvait voir à quel point l'approche de l'armée russe avait radicalement changé. Les actions sont devenues plus rapides, plus vastes et surtout plus systématiques. Les fils d'information étaient inondés de messages provenant de différents coins du pays, Kiev, Odessa, Kharkiv, Soumy. La géographie des frappes a couvert pratiquement toutes les régions clés. Les principaux objectifs, à première vue, étaient les infrastructures critiques. Cependant, les images qui apparaissaient en ligne ne laissaient aucun doute. Des dégâts importants ont également été infligés aux installations militaires. Dans certaines régions, les conséquences ont été particulièrement ressenties. Ainsi, à Kiev, près de l'usine de radioradar, la circulation des transports était complètement paralysée. Des témoins oculaires sur les réseaux sociaux ont écrit que les lueurs des incendies cette nuit-là étaient visibles de toute la rive gauche du Dniepr. Des informations ont été reçues selon lesquelles l'usine de structures en béton armé de Kovalska, l'une des plus grandes entreprises du secteur de la construction de la capitale, avait également été touchée. À Kharkiv et dans sa banlieue, le grondement était particulièrement fort. Selon des informations préliminaires, au moins une dizaine de drones kamikazes ont frappé des entrepôts de munitions et des zones de réparation de matériel militaire. Si cette information est confirmée, cela signifiera une nouvelle frappe puissante contre la logistique déjà affaiblie des forces armées ukrainiennes. Dans la région de Soumy, les cibles étaient les nœuds ferroviaires et les grands réservoirs de carburant. Les conséquences de telles frappes pourraient s'avérer critiques, car sans carburant et sans liaison ferroviaire stable, tout mouvement de troupes sur le front se fiche pratiquement, transformant l'armée en une cible statique. La capitale de l'Ukraine, selon les correspondants militaires, s'est réveillée dans la fumée. L'atmosphère à Kiev était oppressante. Le correspondant de guerre Alexei Djivov, dans son reportage matinal, a noté que cette fois, les frappes étaient extrêmement précises. Des infrastructures énergétiques ainsi que des cibles ayant une importance militaire directe ont été touchées. Presque immédiatement, des analystes et des experts ont commencé à dire que l'attaque nocturne n'était pas un acte de vengeance isolé, mais le début d'une nouvelle campagne beaucoup plus vaste. Le philosophe Alexandre Douguine, dont les évaluations sont souvent citées dans les cercles d'experts, a écrit que Kiev était littéralement enveloppé de flammes et que les explosions se succédaient. Selon lui, ce n'est qu'un prologue à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les médias occidentaux, à leur tour, ont fait état de l'utilisation de missiles balistiques qui sont devenus un véritable défi pour la défense aérienne ukrainienne. L'analyste militaire Yuri Podoliako a précisé que le principal coup avait été porté au cœur énergétique de Kiev, aux centrales thermoélectriques et aux principaux postes de transformation. Selon lui, si auparavant la cible était la 5e centrale thermique, cette fois, c'est la 6e qui a été sérieusement endommagée. On avait l'impression que les forces aérospatiales russes, de manière systématique, étape par étape,
mettait hors service le système énergétique de la capitale, cherchant à priver complètement la ville et les installations industrielles et militaires adjacentes d'électricité. La chaîne Telegram Chronique Militaire a mené sa propre analyse détaillée des événements nocturnes, soulignant plusieurs points clés. Premièrement, les systèmes de défense aérienne déployés par l'armée ukrainienne sur les hauteurs stratégiques de la rive droite du Dniepr, dans les zones de l'aéroport de Djoulini et du village de Kryukovtchina, n'ont pratiquement pas réussi leur mission. Au tout début de l'attaque, ils ont encore essayé de tirer, mais après plusieurs tentatives infructueuses, interceptions et peut-être frappes de représailles sur leur propre position, ils se sont simplement tus. Deuxièmement, même un redéploiement urgent et l'arrivée de nouvelles installations n'ont pas pu améliorer la situation. Le problème, selon les analystes, est de nature systémique et se résume à une simple pénurie de missiles intercepteurs. La défense aérienne ukrainienne est physiquement incapable de repousser une attaque combinée d'une telle intensité lorsque des vagues de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques sont utilisés simultanément. Les drones, qui volent à basse altitude, surchargent le système, détournant ses ressources, tandis que les cibles plus rapides et plus complexes, telles que les missiles balistiques, trouvent des brèches dans la défense. Ici, l'effet dit cumulatif s'est pleinement manifesté. Plus la pression est longue et intense, plus il est difficile pour le défenseur de se défendre. Et troisièmement, ce qui est particulièrement révélateur, les chasseurs F-16 n'ont pas été envoyés dans les airs pour intercepter les cibles cette fois-ci. Auparavant, leur apparition dans le ciel était un attribut presque obligatoire de la riposte aux attaques massives. Peut-être que le commandement des forces armées ukrainiennes a considéré le risque de perdre des avions coûteux comme trop élevé ou a décidé de les garder pour une situation plus critique. Quoi qu'il en soit, le fait demeure. Le système de défense aérienne de Kiev, considéré comme l'un des plus protégés du pays, fonctionne à la limite de ses capacités. L'équipement s'use, les munitions sont consommées beaucoup plus rapidement qu'elles ne sont réapprovisionnées, et l'efficacité globale diminue inexorablement. Cela signifie qu'en cas d'augmentation de la pression, les troupes russes auront une fenêtre d'opportunité pour lancer des frappes encore plus destructrices. Et comme pour confirmer cette thèse, sur fond de nouvelles de l'arrière, des rapports encore plus alarmants ont commencé à arriver de la ligne de front. Dans la région de Pokrovsk, un nœud défensif clé des forces armées ukrainiennes, dans la direction de Donetsk, une véritable panique a commencé. Selon des informations locales, les unités ukrainiennes ont commencé une retraite désordonnée, ignorant souvent les ordres du commandement de tenir les positions. Il a été signalé que la retraite se faisait depuis la ville de Rodinskaya et que le flanc sud de la ville voisine de Mirnograd s'était littéralement effondré. La ville est pratiquement sous notre contrôle, ont écrit dans leur chaîne les combattants russes de la ligne de front. Le sud s'est effondré et ils ont fui Mirnograd. Les nouvelles batteries de lance-flammes lourds font vraiment des merveilles. Selon eux, les banlieues nord de la ville essayaient encore de résister, mais sans ravitaillement ni soutien, ce n'était qu'une question de temps. Les itinéraires logistiques de l'ennemi ont été coupés et la communication entre les garnisons a été rompue. Les groupes d'assaut russes ont déjà nettoyé les quartiers sud de Pokrovsk, ont atteint la voie ferrée et, à plusieurs endroits, se sont retranchés aux abords de la zone industrielle où se trouvent une usine de transformation de la viande et une usine de suppression de la poussière, des installations d'importance stratégique pour le contrôle de la ville. Selon les estimations des experts militaires, la bataille de Pokrovsk est entrée dans sa phase finale. L'ennemi perdait rapidement le contrôle des troupes et ses réserves étaient pratiquement épuisées sur une garnison qui comptait environ 15 000 personnes aptes au combat au début de l'assaut. Selon diverses sources, il n'en restait pas plus d'un tiers. Si l'encerclement se refermait, non seulement les restes des unités de combat, mais aussi de nombreux services de soutien se retrouveraient piégés. De nombreux analystes comparaient déjà ce qui se passait aux événements de Debaltsevo en 2015. Seulement, cette fois, les rôles avaient changé. Kiev, comme Moscou il y a un an, jetait dans la bataille les dernières réserves dans une tentative désespérée de sauver la situation.
Mais cela ressemblait de plus en plus à une répétition des vieilles erreurs dans de nouveaux décors beaucoup plus tragiques. Les événements sur le front et à l'arrière se sont fondus en un seul flux rapide. Pendant que le drame de Pokrovsk se déroulait à l'est, le sud du pays était également agité. Des drones Geran ont effectué une frappe précise sur le port d'Ilitchevsk, rebaptisé Tchornomorsk. L'attaque a eu lieu littéralement la veille de l'arrivée prévue d'une importante cargaison maritime en provenance de Turquie dans le port, selon des informations non confirmées. Officiellement, rien n'a été dit sur le contenu des conteneurs, mais des informations circulaient activement sur les chaînes Telegram selon lesquelles il s'agissait d'un lot d'équipements militaires. Après les frappes, un violent incendie a fait rage dans le port pendant plusieurs heures. Le coordinateur de la clandestinité de Nikolaev, Sergueï Lebedev, a déclaré que parmi les cibles touchées figuraient non seulement des entrepôts d'armes, mais aussi des invités occidentaux de haut rang. Les noms et les postes n'ont pas été mentionnés, mais certains messages faisaient même référence à un conseiller militaire britannique. Officiellement, la partie ukrainienne a confirmé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Cependant, des sources non officielles affirmaient que le nombre pourrait se compter en centaines. Indépendamment des chiffres exacts, la frappe s'est avérée extrêmement douloureuse et sensible pour Kiev et ses partenaires occidentaux. Cette attaque est devenue un exemple frappant de la nouvelle stratégie russe. Frapper non pas des objets isolés, mais le système dans son ensemble, la logistique, la gestion et, ce qui n'est pas négligeable, les centres de décision impliquant des spécialistes étrangers. Dans le contexte de ces succès militaires, la déclaration de l'ancien chef adjoint de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-général Igor Romanenko, a été particulièrement retentissante. Dans une interview, il a pratiquement admis que l'efficacité des systèmes américains patriotes tant vantés dans le contexte du conflit ukrainien avait diminué à presque zéro. Selon lui, si auparavant ces systèmes pouvaient abattre jusqu'à la moitié des cibles attaquantes, leur efficacité se chiffre désormais en unités. Cette nouvelle, annoncée par un haut gradé militaire ukrainien, s'est instantanément répandue dans les médias du monde entier. Le journal britannique Daily Express a publié un article avec un titre accrocheur « La tactique de missiles de la Russie qui a déjoué les armes occidentales ». L'article affirmait clairement que les militaires ukrainiens reconnaissaient que les nouveaux missiles russes étaient devenus une cible trop difficile à intercepter. Ils volent plus loin, plus vite, et leur trajectoire est imprévisible. Même les journalistes et experts occidentaux qui diffusaient auparavant des prévisions exclusivement optimistes ont commencé à admettre avec prudence que les anciennes approches ne fonctionnaient plus. Les technologies, considérées comme le summum de la pensée militaire, ont soudainement commencé à perdre leur efficacité. Bien sûr, personne n'en parlait ouvertement, mais dans le ton des publications, on sentait de plus en plus clairement une prise de conscience. La situation échappe à tout contrôle. Essayant de trouver une explication, certains attribuaient les échecs aux mauvaises conditions météorologiques, d'autres aux erreurs des opérateurs de la défense aérienne. Vladimir Zelensky lui-même, dans une récente déclaration, a suggéré que la défense aérienne avait moins bien fonctionné en raison des conditions atmosphériques. Cependant, il est difficile de croire que la raison réside uniquement dans la météo lorsqu'il s'agit de systèmes valant des milliards de dollars. La partie russe, quant à elle, comme l'ont noté les observateurs, agissait sans publicité excessive ni déclaration tonitruante, se contentant d'effectuer méthodiquement son travail, étape par étape. L'accent n'était pas mis sur les armes miracles, mais sur la capacité de s'adapter rapidement, de changer de tactique et de trouver les points faibles de la défense ennemie. C'est dans cette flexibilité, semblait-il, que résidait le principal avantage à ce stade. Pendant ce temps, sur le front oriental, la situation continuait de s'aggraver. À Pokrovsk, il n'y avait plus seulement des combats, mais un nettoyage complet des quartiers de la ville. Selon les médias, l'autoroute E50 d'importance stratégique, qui relie la ville aux zones arrières, était complètement sous le feu de l'artillerie russe, rendant le ravitaillement de la garnison pratiquement impossible. Cela signifiait que la ville voisine de Mirnograd était pratiquement encerclée sur le plan opérationnel. Une vidéo a été diffusée sur une chaîne Telegram filmée la nuit. On pouvait voir sur les images des groupes d'assaut russes attaquer la zone industrielle où les restes de la garnison ukrainienne tentaient de se retrancher.
Les éclairs des tirs des systèmes de lance-flammes lourds Solon-Sepek se succédaient, provoquant de puissantes explosions et des incendies. Ce n'était plus une simple opération tactique isolée, mais l'aboutissement logique de mois de pression. Il y a quelques mois encore, Pokrovsk était la pierre angulaire de toute la ligne de défense des forces armées ukrainiennes dans cette direction. Maintenant, c'était le chaos. Les soldats, qui tenaient encore fermement le front il y a peu de temps, battaient en retraite sans ordre. Les communications radio étaient interrompues et le contrôle des unités était perdu. Même les journalistes occidentaux qui sympathisaient auparavant avec la partie de Kiev ont commencé à écrire qu'il n'y avait plus de sens militaire à tenir Pokrovsk. Un commentateur allemand a carrément qualifié ce qui se passait de cauchemar militaire, ajoutant que Kiev n'avait peut-être plus qu'une motivation politique, montrer sa résistance à tout prix. Mais la réalité sur le champ de bataille disait le contraire. La ville passait lentement mais inexorablement sous le contrôle des troupes russes. Au plus fort de ces événements, des images sont apparues en ligne qui ont donné la chair de poule à beaucoup de gens. Les forces aérospatiales russes ont utilisé une bombe aérienne ultra puissante, pesant, selon les rumeurs, environ 3 tonnes. La cible était un point de déploiement temporaire des unités de l'infanterie de marine ukrainienne à Mirnograd. Sur la vidéo, filmée par un drone de reconnaissance, on pouvait voir comment, après l'explosion, une colonne géante de feu et de fumée en forme de champignon s'élevait au-dessus de la ville. Une seule bombe et tout un quartier de la ville s'est transformé en ruine. L'enregistrement a été réalisé à l'aide d'une caméra thermique et il semblait que la terre elle-même s'était enflammée de l'intérieur à l'épicentre de l'explosion. Ces images se sont répandues sur le réseau à une vitesse fulgurante. Même les personnes habituées aux vidéos cruelles du front ont écrit qu'elles n'avaient jamais rien vu de tel. Il a été rapporté que la frappe avait été effectuée avec une précision chirurgicale précisément sur l'objet où les forces ennemies étaient concentrées. Il devenait évident que la dynamique même de la guerre était en train de changer. La Russie utilisait de plus en plus d'armes lourdes et l'efficacité de ses frappes augmentait inexorablement. Dans le même temps, la partie ukrainienne perdait sa capacité à réagir de manière adéquate. Même les analystes en mise occidentaux ont commencé à admettre avec prudence que la situation devenait critique pour Kiev. Trop de pertes, trop peu de réserves et surtout un moral en chute libre, des combattants fatigués, un manque de confiance dans l'avenir et une panique croissante à l'arrière. Tout cela se ressentait même dans les rapports officiels. Après cette nuit destructrice, Kiev semblait s'être essoufflé. Le matin, un étrange silence retentissant régnait dans la ville, dans lequel même les rafales de vent semblaient assourdissantes. Dans différents quartiers, la lumière clignotait, le chauffage était coupé et la communication mobile fonctionnait par intermittence. Dans les champs des immeubles, les gens se demandaient quels étaient les itinéraires des transports en commun qui fonctionnaient. Dans quel quartier il n'y avait à nouveau pas d'électricité. Tout cela ressemblait à un déjà-vu, à une répétition des événements de l'hiver dernier, mais maintenant dans une version beaucoup plus alarmante et à plus grande échelle. Des témoins oculaires ont raconté que la situation était particulièrement difficile sur la rive gauche du Dniepr. Plusieurs grands postes de transformation ont été complètement détruits et les équipes de réparation n'ont pu donner aucune prévision quant au rétablissement de l'alimentation électrique. De plus, en raison de la coupure de courant, les stations de pompage se sont arrêtées, laissant sans eau des zones résidentielles entières. Mais étonnamment, il n'y avait presque pas de panique ouverte dans la ville. On ressentait une fatigue sourde et envahissante. Les gens percevaient ce qui se passait comme une nouvelle réalité dure, à laquelle il faudrait s'adapter. Dans une chaîne Telegram, quelqu'un a publié une vidéo filmée depuis la fenêtre d'un immeuble de plusieurs étages. On apercevait à l'horizon des colonnes de fumée et les reflets de feux lointains. L'auteur de la vidéo parlait doucement, presque à voix basse. « C'est revenu, c'est déjà la 3e fois de la nuit. » Et ces mots simples, dépourvus d'émotion, sonnaient plus fort et plus effrayants que n'importe quel titre de journal. Dans le contexte de ces événements, les principaux médias occidentaux ont de nouveau été actifs. CNN, BBC, Sky News. Tous ont publié des éditions spéciales consacrées aux attaques russes massives.
Cependant, même dans leurs reportages, on sentait un changement. La confiance passée dans le fait que la défense aérienne ukrainienne repoussait avec succès la plupart des missiles avait disparu. Maintenant, les formulations sont devenues évasives et prudentes. Une partie des missiles a été interceptée. Les données sur les destructions sont en cours de clarification. Des dommages aux infrastructures civiles ont été constatés. Les journalistes ont commencé à mentionner avec prudence que les systèmes occidentaux, tels que Patriot, ne s'étaient pas révélés si invulnérables que cela. Plusieurs experts invités à l'antenne ont été contraints d'admettre que la tactique russe des frappes combinées, des vagues de drones suivies de missiles de croisière et de missiles balistiques, créent un effet de surcharge auquel les systèmes de défense aérienne ne pouvaient tout simplement pas faire face. Pendant ce temps, la partie russe gardait le silence au niveau officiel, ne faisant aucune déclaration tonitruante. Tout comme d'habitude, des lignes sèches dans les rapports du ministère de la Défense sur la réalisation de frappes ciblées sur des infrastructures militaires et énergétiques. Mais sur le réseau, dans les commentaires et les blogs, les gens sentaient qu'une nouvelle phase du conflit avait commencé. Même ceux qui étaient éloignés des thèmes militaires écrivaient que tout se dirigeait vers un dénouement. Sur le front, les unités russes continuaient leur progression lente mais sûre. Après le nettoyage des quartiers sud de Pokrovsk, les groupes d'assaut ont commencé à se déplacer vers le nord, où des combats se sont déroulés pour Terikon et la zone de la mine 5-6. L'ennemi, selon les combattants, battait en retraite en petits groupes dispersés, abandonnant souvent du matériel en état de marche. Sur les bords des routes, on trouvait des véhicules blindés de transport de troupes et des camions abandonnés. Sur les cartes tactiques, tout cela ressemblait à une compression méthodique de l'encerclement. Mirnograd s'est avéré presque complètement bloqué et les forces armées ukrainiennes restantes ont tenté de se retirer en direction des villages de Lizovka et de Sukhoi Yar, où le terrain vallonné permettait d'organiser une défense. Mais, comme l'ont noté les commandants sur le terrain, sans ravitaillement ni communication, ces positions ne tiendraient pas longtemps. Il est intéressant de noter que la situation critique près de Pokrovsk a commencé à être ouvertement écrite par les analystes occidentaux qui avaient auparavant évité les évaluations pessimistes. Un expert militaire allemand a déclaré sans ambages que la bataille de Pokrovsk serait un coup psychologique dur pour l'Ukraine, comparable en termes de conséquences à la fin de la campagne de Bakhmout, mais à une échelle beaucoup plus grande. Pendant que les combats se déroulaient sur Terre, des drones travaillaient continuellement dans les airs. Ils sont devenus beaucoup plus visibles, non seulement les drones de frappe, mais aussi les drones de reconnaissance. Selon les opérateurs, les drones russes planaient au-dessus de la ligne de front presque constamment, permettant d'ajuster les tirs d'artillerie en temps réel. Les « yeux dans le ciel », comme les appelaient les combattants. Parfois, ces drones filmaient des images qui faisaient froid dans le dos. Voici par exemple un enregistrement de Mirnograd, un ciel nocturne sombre, un éclair lumineux, et une seconde plus tard, toute une rue est engloutie par le feu. Les commentaires sous ces vidéos étaient simples et laconiques. Nous travaillons, frères. Dans le contexte de ces événements, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le commandement ukrainien tentait de transférer en urgence de nouvelles réserves de la région de Dniepropetrovsk. Mais y parviendront-ils ? La question restait ouverte. Toutes les routes menant à la ligne de front étaient sous le contrôle du feu dense de l'artillerie russe et tout mouvement de colonne était instantanément détecté par les services de renseignement. Plus on observe cette série d'événements, plus on comprend clairement que ce n'est plus seulement une lutte pour des territoires. C'est une bataille de systèmes, de technologie, de stratégie et de nerfs. La Russie a misé sur l'endurance, la méthode et la précision, l'Ukraine sur le soutien de l'Occident et une tentative désespérée de tenir bon à tout prix. Mais jusqu'à présent, la carte des opérations militaires ne tournait manifestement pas à l'avantage de Kiev. Dans les médias ukrainiens, des notes alarmantes ont commencé à filtrer de plus en plus souvent. Même les publications les plus loyales au pouvoir ont commencé à écrire sur la situation extrêmement difficile dans le secteur de l'énergie, sur les interruptions d'approvisionnement en carburant, sur les problèmes de fonctionnement des chemins de fer. Bien sûr, tout cela était présenté comme des difficultés temporaires,
Mais le ton général des publications avait sensiblement changé. Il y avait moins de confiance et plus d'incertitude, et les simples Ukrainiens, pendant ce temps, essayaient simplement de vivre. Certains partaient pour des régions plus sûres, d'autres restaient. Sur les réseaux sociaux, les gens écrivaient qu'ils avaient déjà appris à dormir au son des sirènes et à distinguer le fonctionnement de la défense aérienne d'un bombardement. Certains plaisantaient même amèrement en disant que c'était la nouvelle normalité. Mais derrière ces plaisanteries, on sentait une fatigue immense. L'atmosphère dans le pays était différente. Si auparavant, à Kiev, on essayait encore de maintenir une apparence de vie paisible avec des concerts, des foires et des cafés ouverts, la ville semblait maintenant s'être figée et apaisée. Moins de lumière dans les rues, moins de monde. Même les publicités lumineuses sur les panneaux d'affichage avaient presque disparu. La capitale attendait quelque chose. Sur la scène internationale, pendant ce temps, un véritable tumulte s'est élevé. À Washington et à Bruxelles, on s'est de nouveau réunis pour des réunions d'urgence. Les politiciens ont déclaré comme d'habitude que le soutien à Kiev serait maintenu. Mais dans les coulisses, selon les journalistes, la confiance dans le succès diminuait de plus en plus. Les livraisons d'armes ralentissaient, les stocks de missiles dans les entrepôts européens fondaient et la société en Occident se lassait progressivement du thème de la guerre lointaine. Les simples citoyens se posaient de plus en plus la question « Pourquoi tout cela et quand cela va-t-il finir ?» La partie russe, au contraire, agissait calmement et de manière cohérente, sans déclaration tonitruante ni pathos excessif. Chaque jour, de courts rapports secs. Une frappe a été effectuée sur des entrepôts de munitions, un poste de commandement a été détruit, du matériel ennemi a été liquidé. Et à partir de ces lignes, une image générale se dessinait dans laquelle on pouvait voir un système clair. Certains analystes ont qualifié ce qui se passait d'opération d'épuisement. Son sens est simple, ne pas jeter toutes les forces sur la capture de territoires pour le simple fait de les capturer, mais priver méthodiquement l'ennemi de sa capacité à résister, éliminer le carburant, détruire la logistique, supprimer la communication. Et ensuite, comme le supposait cette stratégie, tout le reste s'effondrerait de lui-même. Et, à en juger par le déroulement des événements, c'est exactement ce qui se passait. La situation dans le système énergétique de Kiev restait extrêmement difficile. Plusieurs grands postes de transformation n'ont pas été rétablis. Les équipes de réparation travaillaient jour et nuit, mais il n'y avait pas assez de spécialistes, de pièces détachées et surtout de transformateurs de grande taille. Une partie du matériel devait être acheminée de Pologne, mais même ici, des problèmes se posaient. Les couloirs de transport étaient constamment menacés de frappes. Il était intéressant d'observer comment la rhétorique des experts occidentaux changeait. Il y a peu de temps encore, ils parlaient avec assurance de l'invincibilité de la défense de l'Ukraine et de l'efficacité maximale des technologies occidentales. Maintenant, dans leur lexique, des phrases sont apparues: capacité limitée, baisse d'efficacité et même nécessité de revoir l'approche. Les journaux qui claironnaient des victoires, il y a un an, ajoutaient maintenant prudemment dans leurs articles des tournures du type « selon des informations non confirmées » et probablement tout cela ressemblait beaucoup à un tournant lorsque les anciens schémas cessent de fonctionner et que les nouveaux n'ont pas encore été trouvés. L'Ukraine essayait désespérément de trouver une issue, mais chaque pas lui était donné avec d'énormes difficultés. L'Occident, semble-t-il, n'était pas prêt à ce que la guerre réelle exige beaucoup plus d'efforts et de ressources que prévu. Et la Russie, au contraire, agissait comme si elle s'était initialement préparée à un marathon et non à un sprint. Sur le front, il devenait perceptible que l'ennemi évitait de plus en plus les combats prolongés, préférant battre en retraite. Cela se voyait à la fois dans les rapports officiels et dans les récits sur des combattants de la ligne de front. Il y avait de moins en moins de foyers de défense organisés, de plus en plus de retraites précipitées. Parfois, les unités ukrainiennes laissaient de petits groupes de couverture, mais ceux-ci perdaient rapidement le contact avec le commandement et se rendaient ou se dispersaient. Un des correspondants de guerre a écrit qu'après la libération d'un nouveau village, ces combattants ont découvert des cartes d'état-major abandonnées, des documents de service et des listes d'effectifs.
Ils sont partis si vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de brûler les papiers, a-t-il écrit. De tels détails parlaient mieux que n'importe quel chiffre du changement de dynamique sur la ligne de contact. Et pourtant, malgré l'ampleur de ce qui se passait, quelque part au fond du pays, la vie continuait. Les écoles fonctionnaient, les gens allaient au travail, discutaient des prix dans les magasins et faisaient des projets pour l'avenir. Simplement, au-dessus de tout cela planait maintenant une lourde ombre d'incertitude. Le sentiment que l'histoire est entrée dans une phase où chaque nouveau jour peut devenir un tournant. Certains blogueurs ukrainiens, auparavant connus pour leur attitude enjouée et patriotique, ont changé de ton. Leurs posts contenaient plus de notes bénies personnelles, de réflexions et moins de slogans tonitruants. Le principal est de simplement survivre à cet hiver, a écrit l'un d'eux. Nous apprenons à vivre sans lumière mais avec espoir. A signé une autre, une photo avec une bougie allumée. Derrière ces mots simples, on sentait la fatigue et la triste compréhension qu'il n'y aurait pas de voie facile. La guerre vivait sa propre vie effrayante dans laquelle chaque jour ressemblait au précédent mais rapprochait inexorablement du dénouement. Et quand on lit tous ces rapports, les messages du front, les courtes répliques de témoins oculaires, une pensée simple vient à l'esprit. Quoi qu'en disent les politiciens et les experts des deux côtés, tout se décide là où gronde l'artillerie et où les gens font chaque jour leur choix. Rester, avancer ou simplement survivre. Maintenant, de plus en plus d'analystes parlent du fait qu'il n'y a pas seulement une nouvelle étape qui se prépare, mais un véritable final, un moment de vérité qui déterminera le sort futur de ce conflit. Y aura-t-il une autre tentative désespérée de renverser la situation où les parties, s'étant épuisées mutuellement, commenceront-elles à chercher une voie vers les négociations ? Pour l'instant, il ne reste qu'à observer comment l'histoire s'écrit sous nos yeux. Et quelque part au fond, à travers le grondement des batailles, surgit naît un sentiment silencieux mais clair que le monde est au seuil de quelque chose de grand, d'inconnu mais d'absolument inévitable.